Voilà, je vous partage l'écran maintenant. Hop, voilà. Vous voyez bien l'écran, c'est bon? Oui, Oui, c'est c'est bon. bon. Super, merci. Alors, la dernière fois, donc, en ce qui concerne les chaînes de Markov, on s'était arrêté aux définitions de base d'une chaîne de Markov homogène. Donc, on a vu qu'on pouvait la représenter avec une matrice de transition. Donc, on avait donc, dans ce cas-là 2 états. On pouvait avoir évidemment des variables avec plus d'états. Et on avait une matrice de transition qui allait nous expliquer, sachant qu'on était dans un état, comment est-ce qu'on allait pouvoir passer dans les autres états, avec quelle probabilité de transition. Donc ça, on l'avait vu. Donc on avait vu aussi qu'on pouvait représenter la distribution de notre système à un moment donné, donc c'est-à-dire quelle est la probabilité que on soit dans tel état, dans l'état 2, dans l'état 3, etc. Donc dans ce cas-là, dans notre exemple joué, on allait avoir un vecteur avec deux éléments, la probabilité que le chat soit fâché ou qu'il soit content. On avait ensuite notre matrice de transition et on pouvait voir la distribution à l'étape suivante en faisant le produit entre pi, pi n, qui était notre état actuel, par la matrice M pour avoir l'état pi n plus 1, la distribution à l'étape n plus 1. Alors, on s'était arrêté là, en fait. On s'était arrêté là, et donc maintenant, on va avoir une nouvelle série de définitions autour des chaînes de Markov. Et je vais vous envoyer le sujet de TP qui permet de faire ce qu'on appelle des chaînes de Markov à état caché, ou HMM en anglais pour Hidden Markov Models, qui est un outil en fait pour analyser des séquences qui est très important, mais on ne va pas avoir le temps de le traiter en cours. Donc, si vous avez envie, vous pouvez jeter un œil au sujet de TP, en sachant qu'il est quand même assez dur, mais je pense que c'est très intéressant si vous êtes intéressé par ce type d'outil. Donc, maintenant, une fois qu'on a vu ces définitions de base, ce petit rappel de base, on va voir, donc la première définition, c'est ce qu'on va appeler la transition en n étapes, qui est reliée à ce qu'on appelle l'équation de Chapman-Kolmogorov. D'accord? Donc, alors, imaginons qu'on a P, la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en n étapes. Donc voilà, ça c'est cette notation-là vient juste est équivalente à celle-là, mais comme elle est plus courte, on va utiliser celle-là. C'est juste quelle est la probabilité que notre variable soit à l'état J au temps n, sachant qu'au temps 0, notre variable était à l'état I. D'accord? Donc en gros, c'est quelle est la probabilité de passer de I à J en n étapes. Alors, si on imagine qu'on a une probabilité non nulle de passer de I vers R, un nouvel état, un état intermédiaire R en K étapes, et qu'on a une probabilité non nulle de passer de cet état intermédiaire R vers J en n-k étapes, le nombre d'étapes supplémentaires, alors on va pouvoir dire qu'il existe une probabilité non nulle pour aller de I vers J en n étapes. D'accord? Donc, en gros, c'est comme si, par exemple, vous avez une probabilité non nulle d'aller de Pasteur vers le Burke, par exemple, l'état intermédiaire, la probabilité non nulle. Ensuite, vous avez une probabilité non nulle d'aller du Burke vers vos résidences, par exemple. Alors, il y aura une probabilité non nulle en n étapes d'aller de Pasteur vers vos résidences. Voilà, c'est assez mécanique en fait. Si on peut aller dans un état intermédiaire en k étapes et ensuite de cet état intermédiaire vers l'état final en n-k étapes, on peut arriver de l'état initial à l'état final en n étapes.
Et on peut écrire donc avec cette petite observation, ce qu'on appelle l'équation de Chapman-Kolmogorov. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ici? C'est que pour tout cas, si on fait varier donc le nombre de pas entre notre état initial et l'étape intermédiaire R, tel que, donc on prend évidemment un cas qui soit supérieur ou égal à 0 et inférieur à n. Donc là, il y a une coquille ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut dire que la probabilité d'aller de I vers J en n étapes, c'est simplement la somme sur les états intermédiaires, tous les états intermédiaires dans S qu'on pourrait imaginer, des probabilités suivantes. Le produit des probabilités suivantes, c'est d'aller de I vers R en K étapes fois la probabilité d'aller de R vers J en n-K étapes. Et on somme ça pour tous les états intermédiaires. Et c'est valable pour tout K supérieur à 0 et inférieur à n. Alors, on a un cas particulier lorsque nos probabilités ne vont pas varier en cours du temps, lorsqu'on a une seule matrice de transition qui reste pareille au cours du temps, ce qu'on avait appelé les chaînes de Markov homogènes en temps. Alors, dans ce cas-là, on sait que si jamais, par exemple, on prend un nombre k, un nombre d'étapes k, alors les probabilités ne vont pas fluctuer, si vous voulez, les probabilités de transition ne vont pas fluctuer au fur et à mesure du temps. Elles sont écrites dans une matrice de transition et elles vont être conservées. Donc dans ce cas-là, on peut juste tout simplement dire que notre état, l'état du système, la distribution du système à l'état n, peut être calculé à partir de la distribution à l'état k en faisant le produit matriciel avec la matrice M, la matrice de transition, à la puissance n-k, donc à la puissance du nombre d'étapes qu'il nous reste à parcourir entre k et n. D'accord? Et typiquement, on pourrait faire le calcul si on prend k égale à 0, donc la condition initiale, la distribution de départ, si on veut connaître quel est notre état, l'état de notre système après n étapes, après n pas, on a simplement à prendre pi0, notre distribution initiale, et à faire le produit matriciel avec m, la matrice de transition, à la puissance n. Voilà, donc ça peut être... c'est une équation qui est importante et qui est valable donc pour les chaînes de Markov homogènes en temps, ce qui sera un cas assez important si vous êtes amené à traiter ce type de problématique. Vous allez souvent faire cette hypothèse-là, ou cette hypothèse-là va souvent s'avérer vraie, au moins dans un temps donné. Donc, vous pouvez essayer de vous restreindre à un temps où cette hypothèse être valable et vous allez pouvoir appliquer ça de manière sans aucun problème en fait. Donc, ceci étant dit, on va passer à d'autres séries de définitions. Tout d'abord, on va parler d'accessibilité. On va dire qu'un état J est accessible à partir d'un état I. Donc, la notation, on reprend la notation que j'ai utilisée ici. Donc, en gros, c'est I vers J. Donc, on peut atteindre J à partir de I. Si et seulement si la probabilité d'aller de I vers J en n étapes pour un n quelconque qui soit supérieur ou égal à 0 est non nulle. Donc, si à un moment, en faisant n pas, on peut arriver de I vers J. On peut aller de I vers J. Donc là, par exemple, dans cette matrice, dans cette chaîne de Markov ici, si on regarde I et J ici, on peut dire que J est accessible à partir de I. Donc, en combien d'étapes? Typiquement, en 3 étapes, on pourrait l'atteindre. Donc, on pourrait aller de I vers cet état intermédiaire, vers celui-là, et ensuite vers J. La probabilité de l'atteindre
en 3 étapes et non nul, donc on peut dire que J est accessible à partir de I. Est-ce que, par exemple, I est accessible à partir de J, d'après vous, en regardant le graphe? Est-ce qu'à partir de J, on peut aller vers I? Non. Non, il peut pas. Non, en effet, on ne peut pas. Donc, en fait, si on part de J, on va être obligé de rester ici. En fait, on ne pourra pas sortir de ce sous-graphe ici. On restera coincé ici. Alors, maintenant, si jamais on a cette accessibilité dans les deux sens, on va pouvoir dire que nos deux états communiquent. Donc, on va dire que J communique avec l'état I. Si, donc normalement ici la notation ça va être dans les deux sens en fait. Si I si à partir de I on peut aller vers J et si à partir de J on peut aller vers I. Voilà. Donc, si on a cette notion d'accessibilité dans les deux sens, on va dire que les deux états communiquent. Donc là, à partir de I, on peut aller vers J et à partir de J, on peut aller vers I. Les probabilités de transition sont non nulles, donc là on peut dire que les deux états communiquent. Donc maintenant on peut aller à une autre définition qui va se baser sur la définition de communication entre deux états. On peut parler de classe communicante pour tout ensemble de nœuds ou d'états qui seront communicants entre eux. D'accord? Donc par exemple, si on regarde les 3 états ici en rouge, ces 3 états-là communiquent entre eux. Donc si on prend lui, il peut aller vers lui et de lui, on peut aller vers lui en passant par là. Idem pour lui et lui, on peut aller de lui à lui et de lui revenir à lui. Les 3 états communiquent et on peut dire donc qu'ils appartiennent à la même classe de communication. C'est la même chose pour ces 3 états-là. Par contre, si on essayait par exemple d'inclure ce nœud-là, cet état-là, dans cette classe de communication, ça ne marche plus parce que, par exemple, lui ne va plus communiquer avec ce nœud-là. On peut aller de lui vers lui, mais pas de lui vers lui. Alors, on va rajouter en plus une contrainte et on va pouvoir parler de classe communicante fermée si en plus la probabilité de quitter notre classe de communication est nulle. C'est-à-dire qu'on va être obligé de rester dans notre classe de communication. Donc, par exemple, ici, la probabilité de quitter la classe de communication est nulle. Il n'y a aucune flèche qui nous dirige à l'extérieur de ces 3 nœuds-là. D'accord? Donc la probabilité de quitter ces 3 nœuds est nulle. Idem ici. Donc si on a un seul nœud ici, par exemple, on a une classe de communication fermée parce que la probabilité de quitter cette classe de communication qui est juste constituée par un seul nœud est nulle. Pardon. Alors, dans ce cas-là, donc ce qu'on vient de voir va nous amener vers la définition de ce qu'on peut appeler un état final ou un état essentiel. Alors, un état final ou un état essentiel sera donc I est final si pour tout J, pour tout autre état, tel que on peut aller de I vers J, alors on peut aller également de J vers I. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter I, voilà, il n'y a pas de nœud J tel qu'on peut quitter I pour aller vers J, et ensuite on ne peut pas revenir. Donc, par exemple ici, tous les états qui appartiennent à une classe de communication fermée vont être en même temps des états essentiels. D'accord? Donc ici, par exemple, si on regarde ce nœud-là, vers quel nœud est-ce qu'il peut aller? Il peut aller vers lui, et en même temps, de lui, il va pouvoir retourner vers lui en passant par cet état intermédiaire. Il n'y a aucun autre nœud
vers lequel on va pouvoir aller, mais à partir duquel on ne va pas pouvoir revenir. D'où le nom d'état final, en fait. On est sûr de pouvoir revenir tout le temps, en fait, là-dessus. Alors, on peut encore durcir nos contraintes et on va pouvoir parler dans ce cas-là d'état absorbant. Alors, un état absorbant sera un état tel que, sachant qu'on était à cet état-là, à l'état n, voilà, xn était égal à i, on est sûr à 100% qu'à l'étape n+1, on sera dans i. Donc la probabilité de transition de xn est égal à i vers xn+1 est égal à i est égal à 1. On est sûr de rester là-dessus. Donc typiquement, ce nœud-là est un état absorbant. Une fois qu'on tombe là-dedans, on est sûr de ne pas sortir. On va rester là. Donc maintenant, on va parler d'une autre notion importante, c'est la notion de irréductibilité ou réductibilité. On va dire qu'une chaîne de Markov est irréductible si elle n'a qu'une seule classe de communication. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait appelé une classe de communication? On avait dit qu'une classe de communication, c'est l'ensemble des états, l'ensemble des nœuds, tels on est sûr qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre. On avait dit que, par exemple, ces trois nœuds-là formaient une classe de communication. Parce qu'à partir de n'importe lequel de ces trois nœuds, on allait pouvoir atteindre les autres et revenir vers lui-même. Tous les trois nœuds-là communiquent entre eux, en gros. Alors là, je vous demande un tout petit exo. Je vous demande de rajouter quelques arêtes pour rendre cette chaîne de Markov irréductible. Donc celle-là, elle est déjà, si on jette un œil, elle n'est pas irréductible. Elle ne forme pas une seule classe de communication parce que déjà, il y en a deux. Il y a une classe de communication ici et il y a une classe de communication ici. C'est l'exemple que je vous avais montré il y a un instant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelles arêtes est-ce qu'on pourrait rajouter pour rendre cette chaîne de Markov irréductible? Donc, pour qu'il n'y ait qu'une seule classe de communication, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On ne rajoute qu'une seule arête? Non, on peut rajouter plusieurs arêtes. Plusieurs. Alors, en reliant le nœud tout en bas à droite et celui tout en haut à gauche. Non, l'autre, enfin, Celui-là? non, à droite, tout à droite, c'est-à-dire la Celui-là. deuxième communication de classe. Oui, c'est ça. Ouais, Celui-là, celui tout en haut à gauche. à celui-là. Oui, c'est ça. Ouais. Et Je vais le ensuite, faire. Tac. Donc, on relie lui à lui. oui. Et ensuite, dans la classe de gauche, celui qui est Ouais. tout en bas à droite, voilà celui-là. Oui, celui-là, à celui qui est juste à côté de lui à droite. À droite, lui, du coup. C'est Voilà. ça? Oui. Ok. Donc là, est-ce que ça marche? Oui, je pense que ça marche. Donc il y a plusieurs possibilités, mais je pense que ça marche parce que là, du coup, on ouvre cette classe de communication vers celle-là. Donc, et en plus de celle-là, en ayant ouvert cette arête-là, on va pouvoir rebondir là-dessus et pouvoir recommuniquer avec tous ces nœuds-là. Donc oui, ça va marcher. Il y avait plusieurs possibilités, mais en tout cas, cette possibilité-là marche très bien. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais continuer du coup. Donc là, on a parlé de chaîne de Markov irréductible. Donc rappelez-vous bien de cette définition. On va s'en servir après, OK? Dans quelques slides. Maintenant, on va parler d'état transient, d'accord? Donc, imaginons qu'on a une variable aléatoire TI, d'accord? Qui va nous donner le temps de premier retour vers l'état I.
Donc, c'est quoi en fait? Donc là, on a une petite définition de TI, de cette variable aléatoire. C'est quoi? C'est le plus petit des n supérieur ou égal à 1, tel que, à l'état n, donc xn, sera égal à i. On sera dans l'état i au moment n, au temps n, sachant qu'on était au temps 0 au même état. C'est-à-dire qu'on a fait un retour vers l'état i, sachant qu'on était là au départ, à 0, et en n étapes, on a fait un retour, on est revenu vers l'état i. Et on prend le plus petit des n qui nous permet d'avoir ça, qui nous permet d'avoir le retour vers i. Pardon. D'accord? Donc, d'où le nom de temps de premier retour. Alors, si i est transient, donc là, on va donner du coup la définition de ce que c'est qu'un état transient. Alors, la probabilité que cette variable aléatoire ti soit égale à l'infini sera supérieure à 0. Donc, et donc, en contraposé, la probabilité que le temps de premier retour soit inférieur à l'infini sera inférieur à 1. Évidemment, la somme des deux doit nous donner 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut attendre, il existe une probabilité non nulle d'attendre un temps infini pour revenir vers l'état i, qui est dit donc transient dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir y revenir. S'il existe une probabilité non nulle qu'on soit obligé d'attendre un temps infini pour revenir, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir revenir. En fait. On va dire à l'opposé qu'un état i sera récurrent ou persistant, le plus souvent on dit récurrent, si la probabilité que le temps d'attente de premier retour soit infini est nulle. On est sûr qu'on va pouvoir y revenir en un temps qui ne sera pas infini. Voilà, la probabilité que ti, le temps de retour, soit inférieur à l'infini est égale à 1. Donc en gros, ça veut dire qu'on est sûr qu'en partant de cet état i, on va pouvoir y revenir. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre un état transient et un état récurrent. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il suffit de démontrer un des deux ou il faut vraiment démontrer les deux que... Parce que j'ai l'impression que c'est complémentaire que les deux probabilités à chaque fois. Que le temps est infini, c'est une probabilité non nulle, et que le temps n'est pas infini, c'est inférieur à 1. Oui, donc là, en fait, la somme des deux, donc il suffit d'en démontrer un, en fait, parce que de toute façon, la somme des deux doit nous donner 1. Donc il suffit de démontrer ou bien ça, ou bien ça, pour avoir l'autre, en fait. Ouais. Donc si on sait qu'on va devoir attendre un temps infini, donc il existe une probabilité non nulle, en tout cas, alors la probabilité directement, en fait, donc sans avoir besoin de faire d'autres calculs, la probabilité d'attendre un temps inférieur à l'infini sera mécaniquement inférieure à 1. Et idem pour la récurrence. Donc là, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Alors, ces 5 états-là seront transients. Pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, on part de cet état-là, on arrive ici et on tombe ici, quel sera notre temps de premier retour? Ben, il sera l'infini. Pourquoi? Parce qu'on va rester bloqué là-dessus. Idem, si on arrive ici, on va rester bloqué ici et notre temps de premier retour sera l'infini. D'ailleurs, la probabilité, en partant de n'importe lequel de ces états-là, la probabilité que le temps de premier retour soit l'infini est égal à 1. On est sûr qu'on va devoir attendre l'infini pour revenir, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir revenir vers l'état en question, vers les 5 états en question. Et d'autre part, si on prend n'importe lequel de ces états-là, ou de ces états-là, on est sûr qu'on va pouvoir revenir en un temps inférieur à l'infini. Voilà. Donc on est sûr qu'on va pouvoir y revenir. Donc on est bien dans un cas d'état récurrent.
Alors là, je vous demande un petit exercice. Je ne sais pas si on va le faire. Je pense qu'on va le faire ensemble, en fait. Alors, l'idée, c'était de démontrer le théorème suivant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème? Il nous dit que pour n'importe quelle chaîne de Markov finie, les états qui sont dans une même classe de communication, c'est-à-dire que si on a I, je vais juste prendre un bout de texte, si on a I, on peut aller vers J, et en même temps de J, on peut aller vers I. Voilà. Et donc ça, c'est valable pour tous les états I et J, n'importe laquelle des paires d'états I et J de notre classe de communication. Alors, s'ils sont transients, ou bien ils sont tous transients, ou bien ils sont tous récurrents. Et on ne peut pas avoir un mix des deux types d'états dans une même classe de communication. Ça, c'est le théorème. Si on a donc un ensemble d'états qui, on est sûr qu'ils vont communiquer entre eux, qui peuvent communiquer entre eux, on est sûr qu'ils vont tous être transients ou tous être récurrents. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Donc là, cette démonstration, elle est faite pour les états transients, mais c'est la même chose en fait pour les états récurrents, ça va être exactement la même démonstration. Alors, comment est-ce qu'on va la faire? Alors, si I appartient à S, non, on imagine I appartenant à S, à notre ensemble d'états, et on imagine qu'il est transient. Donc, I est transient. En même temps, on dit que I va appartenir à une classe de communication sans grand C. D'accord? Donc, on a les deux prémices de départ. Et maintenant, donc, étant donné que I est transient, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il va exister un J. Non, pardon. 2 secondes. Oui, qu'il va exister un J qui va appartenir à S, donc à l'ensemble des états, tel que I. À partir de I, on va pouvoir aller vers J, mais qu'à partir de J, on ne pourra pas aller vers I. Donc, il existera un J, parce que si c'était vrai pour tous les J, alors I ne serait pas transient. D'accord? Donc, on a en plus cette... on est juste en train de découler ça en ça. En plus, étant donné que I appartient à notre classe de communication C, alors on peut imaginer qu'il existe un autre nœud, un autre état M appartenant à la classe de communication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de M, on peut aller vers I, et de I, on peut aller vers M. Donc ça, on est juste en train de réécrire en gros la deuxième ligne ici. Alors, étant donné qu'à partir de M, on peut aller vers I, et que de I, on peut aller vers J, alors de M, on peut aller vers J. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait utilisé pour écrire l'équation de Chapman-Kolmogorov. Donc, si on a une probabilité non nulle d'aller d'un état M vers un état intermédiaire, puis une autre probabilité non nulle d'aller de cet état intermédiaire vers l'état J, alors on peut passer de l'état initial vers l'état final, à travers donc cet état intermédiaire qui nous ouvre la porte pour y arriver. Donc je vais juste souligner ça parce qu'on va s'en servir après. Alors, si M, donc M qui était dans notre même classe de communication, si M est récurrent, alors, par définition, étant donné qu'on passe de M vers J, on pourra aller de J vers M. On n'aura pas à attendre un temps infini pour revenir vers M. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les informations suivantes. De J, on peut aller vers M. De M, on peut aller vers I, étant donné que M appartient à la même classe de communication que I. Voilà, on voit ça. Alors, ça veut dire que de J, à travers cet état intermédiaire M qui est dans la classe de communication de I, on peut aller vers I. Donc, on a J
J, à partir de J, on peut aller vers I. Et ça, c'est en directe contradiction avec ce qu'on avait dit au départ. Pardon. On avait dit ça au départ et on arrive à ça. Les deux choses sont en contradiction. Donc, M ne pourra pas être récurrent, il sera donc obligatoirement transient. Et on peut faire exactement la même démonstration pour M, enfin pour le cas récurrent à la place du cas transient. OK, donc je vais passer à la suite s'il n'y a pas de questions sur la démo. Donc on utilise uniquement les définitions de ce que c'est qu'un état transient, de ce que c'est qu'une classe de communication. On joue un peu avec ces définitions-là et on arrive donc à la conclusion que tous les états d'une même classe de communication seront ou bien transients ou bien récurrents. Maintenant, on va voir une autre définition. On va voir la définition de temps moyen de récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps moyen de récurrence? C'est tout simplement l'espérance de TI. TI, si vous vous rappelez, c'était le temps que je devais attendre pour revenir vers I. Voilà, le temps d'attente, sachant qu'on est parti de I, donc à l'état 0, on était à I, quel est le temps qu'il nous faut pour revenir vers I? Et le temps moyen d'attente sera tout simplement égal à la somme sur le temps, voilà, en partant de n est égal à 1 jusqu'à l'infini, donc c'est l'espérance, entre n, le temps, le nombre d'étapes, fois la probabilité que, que TI soit égal à n, qu'au bout de n étapes, on puisse retourner vers I. D'accord? Et donc, on pondère ce nombre d'étapes-là par la probabilité qu'au bout de ces étapes-là, on puisse y revenir. Alors, si notre état I est récurrent, alors cette espérance-là sera finie. Si notre état I n'est pas récurrent, c'est-à-dire il est transient, alors cette espérance-là sera infinie. Donc, il y a vraiment un lien entre ces deux définitions-là. Et on peut voir encore une autre définition qui va pouvoir découler de ce qu'on vient de voir. Donc, on peut le voir, cet état, donc, ses conséquences sur le fait d'être transient ou récurrent. On peut le voir sur le temps de retour ou sur le nombre de visites. Donc, ici, on va définir une autre variable aléatoire, NI, qui est tout simplement égale au nombre de fois où le nombre de fois où le nombre de n, si vous voulez, ici, tel que xn, donc l'état du système à l'état n, à l'étape n, est égal à i, sachant que x0, ici c'est un x, c'est pas un n, était égal à i. D'accord? Donc, c'est le nombre de fois, en se baladant dans le graphe, qu'on est retourné, qu'on a visité l'état i. Sachant qu'au départ, on était dans i, on se balade, et combien de fois est-ce qu'on va tomber dans l'état i? Donc, si notre état est récurrent, alors la probabilité que le nombre de visites soit supérieur à 1 sera égal à 1. Si notre état est transient, alors la probabilité que notre nombre de visites puisse tendre vers l'infini est égal à 0. Ce qui est normal, si notre état est transient, on risque à un moment de ne plus pouvoir y retourner, et donc la probabilité de faire un nombre infini de visites sera nulle. Monsieur, Oui.
Euh, j'ai juste pas compris comment un, euh, un état I pouvait être à la fois transient et dans une et dans une classe de communication. Parce que, enfin, une classe de communication, dans une classe de communication, ils sont censés être récurrents, les états, parce que du coup, on doit pouvoir toujours accéder à un autre état à partir d'un état. Oui. Alors, je peux vous montrer un exemple. Alors, ici, par exemple, si on regarde ces trois nœuds-là, Ouais, ils appartiennent à une classe de communication. On est d'accord? ouais. Une classe de communication pas fermée. Pas fermée dans ce cas-là. Mais c'est une classe de communication. Ils communiquent tous les trois entre eux. Et on peut y retourner. Par contre, à un moment, on peut quitter cette classe de communication et tomber sur cet état absorbant. Mm. Donc, c'est-à-dire que ces trois nœuds-là seront transients, parce qu'on Ah va oui, tomber sur un état absorbant. Donc là, on ok. a bien une classe de communication non fermée, donc ça c'est important, elle n'est pas fermée, mais les trois nœuds-là sont transients. Ouais. C'est une très bonne remarque. Ouais. C'est pas... Alors, dans le cas où on a une classe de communication fermée, par contre, ça ne sera pas le cas. Voilà. Ils Ok. seront tous récurrents. Euh, Merci. de rien. Donc, alors, donc maintenant qu'on a vu le nombre de visites, on va pouvoir voir un autre concept important, c'est le concept de périodicité. Alors, on va pouvoir dire qu'un état I a une période KI, voilà, si les temps de retour sont multiples de KI, en fait. D'accord? Donc, ici, on note KI. Donc là, on définit ce que c'est que ce KI. Ça va être le plus grand commun diviseur de nos valeurs n qui seront supérieures à 0, tel qu'on aura un retour entre à l'état I, sachant qu'on était à l'état I au départ. Donc là, en gros, vous pouvez imaginer qu'on fait l'ensemble de tous les temps de retour. Voilà. Donc tous les n tels qu'on a eu un retour à l'état I, et on va calculer le plus grand commun diviseur à tout cet ensemble d'états qu'on aura défini. Donc ça va nous donner la période de l'état I. Alors, si l'état I est apériodique, on va dire qu'il est apériodique si KI est égal à 1. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une périodicité. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que l'état I n'est pas périodique. Donc, le plus grand commun diviseur des temps de retour est égal à 1. On va pouvoir dire qu'une chaîne de Markov en entier va être apériodique si tous les états sont apériodiques. Et on va pouvoir dire qu'une chaîne de Markov irréductible, donc irréductible, on avait dit que tous les états appartiennent à une seule classe de communication. Donc une chaîne de Markov irréductible avec un seul état apériodique implique que la chaîne de Markov en entier sera apériodique. Donc ça c'est un théorème intéressant à retenir. Donc si vous avez une chaîne de Markov telle que tous les états appartiennent à une seule classe de communication, donc à partir d'un état on peut aller vers n'importe quel autre état et vice-versa, et qu'il existe au moins un seul état qui soit apériodique, alors tous les autres seront apériodiques. Donc là, je vous mettais un petit exemple pour voir une chaîne de Markov avec une période, parce que dans la plupart des exemples, vous allez tomber sur des choses apériodiques. Mais si vous imaginez que votre chaîne de Markov est décrite par un graphe bipartite, vous vous rappelez, bipartite, c'était donc vous avez deux populations de nœuds, donc un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici, pardon, et une autre population de nœuds ici et ici, par exemple.
et les communications ne se font que d'une famille vers l'autre et de l'autre vers l'une, mais jamais au sein même d'une famille, dans ce cas-là, on aura des périodes, une période paire en fait. D'accord? Parce que ça veut dire qu'il faudra à tout prix passer vers l'autre famille avant de pouvoir revenir vers celle-là. Donc au moins, on devrait attendre 2 temps pour revenir au nœud lui-même. Peut-être même plus que 2 temps. En tout cas, un nombre pair de temps. Voilà. Donc avec ces définitions qu'on a vues, on va aller un peu plus loin dans les définitions à connaître. Et parmi les définitions, il y en a une qui peut vous être utile après, qui est la définition d'ergodicité. Donc vous pouvez être amené à voir dans des articles la définition d'ergodicité. On vous dit une chaîne de Markov est ergodique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on peut définir l'ergodicité au niveau d'un état. Donc, on va dire que l'état I est ergodique si I est apériodique. Voilà, donc si le plus grand commun diviseur des temps de retour pour l'état I est égal à 1, et en même temps, si I est récurrent. D'accord? C'est-à-dire que la probabilité d'attendre un temps infini pour retourner à I est nulle. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on va pouvoir y revenir. Ici, vous avez la même chose, mais du point de vue des temps d'attente, si l'espérance du temps d'attente, du temps de retour vers TI est inférieure à l'infini. On est sûr qu'on va pouvoir y revenir. Donc ça, c'est l'ergodicité au niveau d'un état. Et on va dire qu'une chaîne de Markov est ergodique si tous les états de la chaîne de Markov en question sont ergodiques. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de période et que tous les états sont récurrents. Donc on va pouvoir revenir d'un état vers un autre. Voilà. Donc cette définition-là va pouvoir ensuite ouvrir la porte à d'autres propriétés intéressantes des chaînes de Markov, et donc c'est une propriété à connaître. D'accord? Je pense que là, c'est l'une des dernières définitions qu'on va voir. On va parler d'état stable. Donc, ce steady state, donc cet état stable, sera défini de la façon suivante. Donc, imaginons qu'on a un vecteur pi, d'accord, qui va définir la distribution stationnaire, telle que, en plus, pour chacun des états i, chacun des éléments i de notre vecteur qui décrivent donc les probabilités de se trouver dans cet état, dans l'état i, ils sont tous supérieurs à 0 et inférieurs à 1. Et en plus, on sait que la somme des pi doit être égale à 1. Donc, on est à coup sûr sur un des états du système. Alors, dans ce cas-là, il faudra que πj, donc la probabilité d'être dans l'état j, sera égale à la somme des probabilités d'être dans l'état i fois la probabilité de transition entre i et j. D'accord? Donc, si on a cette équation-là qui est satisfaite pour tous les états, alors on va pouvoir dire qu'on est dans l'état stationnaire. Ce théorème, il est super important et il nous dit que une chaîne de Markov irréductible, c'est-à-dire tous les états appartiennent à la même classe de communication, va avoir une distribution stationnaire, pi, si notre chaîne de Markov en question était ergodique. Donc c'est pour cette raison que je vous disais que la notion d'ergodicité va vous ouvrir une porte vers des propriétés intéressantes. Et une des propriétés en question, c'est que si notre chaîne de Markov était irréductible, donc on a une seule classe de communication, et qu'en plus cette chaîne de Markov est ergodique, alors notre chaîne de Markov va avoir une distribution stationnaire.
Et ça peut être super important si on a donc une chaîne de Markov qui décrit un système. Si on a ces propriétés-là, on sait que on aura une distribution stationnaire. Cette distribution stationnaire va exister. Et on va voir tout de suite que, en fait, on va atteindre cette distribution stationnaire quelle que soit notre condition initiale. Et ça, c'est également très important. Alors, donc si jamais on a notre distribution stationnaire, qui est d'ailleurs unique, ça c'est important aussi, alors cette distribution stationnaire unique va avoir les probabilités pour chacun des états qui peut se calculer de la façon suivante. Donc, pi de i sera tout simplement égal à c, une certaine constante qui va nous permettre de normaliser les choses, divisé par l'espérance de temps de revenir vers l'état. D'où le lien qu'on avait donc, d'où le lien qu'on peut tisser vers cette notion de temps de retour en espérance, l'espérance du temps de retour. Et en fait, comme je vous le disais, notre chaîne de Markov va converger vers cet état stationnaire unique pi, quel que soit l'état ou la distribution de départ pi 0, donc l'état au départ. Donc, en gros, la probabilité d'être dans l'état J au bout d'un certain temps sera donnée par ces distributions stationnaires. Donc, en gros, on part de cet état de départ et la limite de notre système, de notre distribution, sera donnée par la distribution stationnaire. Et en gros, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a donc cette distribution stationnaire pi, on avait vu que pour passer de la distribution à l'état n plus 1 à partir de l'état n, on pouvait faire pi de n plus 1 est égal à pi de n produit matriciel m, la matrice de transition. Donc ça, c'est valable pour les chaînes de Markov homogènes en temps. Donc on avait vu que pi de n plus 1 est égal à pi de n point m. Alors, étant donné que au bout d'un certain temps, on va atteindre cette distribution stationnaire, on sait que lorsqu'on a atteint la distribution stationnaire, pi de n plus 1 sera égal à pi de n. On ne va pas bouger, on est à la distribution stationnaire. Donc ici, on peut remplacer pi de n plus 1 par pi et pi de n par pi. Et donc, on tombe sur cette équation-là. Et sachant que m est une matrice, ceci, donc cette équation-là, doit vous rappeler des choses que vous avez vues en algèbre linéaire, qui est en fait la définition suivante. Elle vous dit que pi va être un multiple, disons, du vecteur propre de m à gauche, par la gauche, pour la valeur propre 1. En gros, c'est comme si ici vous aviez un lambda, lambda pi est égal à pi fois m, avec un lambda est égal à 1. Donc une valeur propre égale à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on connaît m, on connaît notre matrice de transition qui est donnée au départ. Si on détermine les valeurs et les vecteurs propres par la gauche, on peut déterminer notre distribution stationnaire. D'accord? Et donc ça va être donné donc, par le théorème de Perron-Frobenius. Donc, ça, je pense que vous l'avez vu, je ne me souviens plus si vous l'avez vu ou pas en algèbre, mais en gros, ça fait le lien avec des notions d'algèbre linéaire. Si on a une matrice A qui est positive, donc c'est bien le cas dans notre matrice M, ici elle est positive, tous les éléments
de la matrice de transition sont supérieurs ou égaux à 0 et inférieurs à 1 d'ailleurs. Et si la matrice en plus elle est irréductible, donc irréductible, ça veut dire que c'est juste une matrice, ça représente la matrice d'adjacence d'une composante connexe, d'un graphe qui est fortement connexe. Donc, cette matrice d'adjacence d'un graphe fortement connexe, c'est exactement c'est analogue à dire qu'on a une seule classe de communication, parce que si on regarde ça sous la forme d'un graphe, on sait que si on peut construire un chemin vers un nœud, d'un nœud vers un autre, et ainsi de suite pour tous les nœuds, alors on est dans une composante fortement connexe. Notre graphe est fortement connexe, et en même temps, ça veut dire que tous les nœuds appartiennent à une même classe de communication. Donc, typiquement, dans le cas qu'on avait défini ici, donc avec une matrice ergodique et une chaîne de Markov irréductible, on est typiquement dans le cas où le théorème de Frobenius va s'appliquer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On dit qu'il va exister, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il va exister une valeur R appartenant à R plus étoile, et il va exister un vecteur V1 jusqu'à Vn tel que le produit entre n et v sera égal à r fois v. R et v étant une valeur propre et le vecteur, la valeur propre et son vecteur propre associé. Et on est sûr que les autres valeurs propres, pi, seront inférieures à r. Voilà. Et on est sûr donc que dans ce cas-là, les valeurs de VI, donc les valeurs de notre vecteur propre, seront également supérieures à 0. Et donc ceci nous intéresse énormément parce que déjà, on sait que qu'on aura une valeur propre qui va avoir ces conditions-là, et en plus, les valeurs de notre vecteur propre seront toutes positives, et ceci nous intéresse parce que l'état pi à l'équilibre ne peut pas avoir des probabilités inférieures à 0. Toutes les probabilités doivent être positives, d'où le fait que si on est sûr d'avoir cette valeur propre et ce vecteur propre-là, on va pouvoir normaliser notre vecteur propre V de telle sorte à ce que la somme de ces éléments soit égale à 1 pour respecter les définitions d'une distribution de pi, dont la somme des éléments doit être égale à 1. Mais on sait voilà, qu'on aura donc cette solution. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on a une chaîne de Markov avec les bonnes propriétés, elle aura une distribution stationnaire et on pourra la calculer uniquement à partir de notre matrice de transition. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, je pense qu'on a fini ce cours-là. Ouais. Donc ça, c'était seulement la conséquence du théorème de Frobenius que je vous avais dit à l'oral, du coup. On allait donc pouvoir faire le lien entre ce théorème-là et cette propriété-là. En fait, cette propriété-là va découler du théorème de Perron-Frobenius. Et sinon, je pense qu'on a tout fait. Ouais, parce qu'après, c'est les processus de Morand. Donc là, on a fini toutes les définitions importantes sur les chaînes de Markov. Est-ce que vous avez des questions? Non, du coup, je vais arrêter le partage et arrêter la vidéo.